Vous connaissez sûrement le dicton diviser pour régner. Bah oui, si tes ennemis sont divisés, tu peux les battre un par un ou les laisser se battre entre eux pour régner. Eh ben la France révolutionnaire l'a compris à l'envers. Elle a divisé ses armées pour gagner. Think out of the box. Cet épisode est le premier d'une série de 3 portant sur la campagne d'Italie de 1796-1797. C'est notre premier vrai pas vers la guerre moderne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'échelon-division à travers les premières batailles de la campagne d'Italie, de Voltri à Mondovì. On parle également de la campagne de Montenotte. En à peine un mois, en avril 1796, Bonaparte va réussir à débloquer un front complètement gelé. Mais un peu de contexte serait le bienvenu. Nous sommes à la fin de la guerre de la première coalition. Après la Révolution française, les États européens n'interviennent pas, mais ils s'organisent petit à petit, se demandant bien quoi faire. En 1791, Autriche et Prusse se rapprochent à travers la conférence de Plymouth, tandis que les Girondins en France pensent à la guerre et à l'exportation des idées révolutionnaires. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la guerre. Retenez qu'en 1792, c'est la France qui déclare la guerre à l'Autriche et qui attaque les Pays-Bas autrichiens. Par ses annexions et l'exécution de Louis XVI en 1793, la récente République française se met à dos toute l'Europe. Bien qu'il n'y ait aucun traité liant les différents pays opposés à la France, on parle de la première coalition. Cette dernière évoluera énormément au cours de la guerre qui verra la France prendre le dessus et se prémunir de toute invasion. Ainsi, en 1796, il ne reste plus que l'Autriche, les États italiens et la Grande-Bretagne engagés dans le conflit. La France a pris la Savoie, les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies. Il ne lui reste plus qu'à sécuriser ses gains. La France compte alors 5 armées. Hoche, au nord-ouest, sécurise la côte contre les Anglais. Afin de vaincre les Autrichiens, les Français concentrent leurs forces face au Saint-Empire avec les armées de Sambre-et-Meuse et de Rhin et Moselle pour un total de 150 000 hommes. Enfin, au sud, l'armée des Alpes défend la côte méditerranéenne contre une possible intervention anglaise et l'armée d'Italie, avec Bonaparte à sa tête, doit fixer les forces sardes et autrichiennes. L'Italie est considérée comme un front secondaire, et Bonaparte n'a ainsi le droit qu'à 45 000 hommes valides et fait face à 70 000 hommes entre l'armée sarde et l'armée autrichienne. Et les conditions sont désastreuses, Une logistique aux abois, une artillerie très faible, une cavalerie dont les chevaux ne sont ferrés qu'aux sabots de l'avant. La misère. Mais Bonaparte a quand même quelques atouts avec des commandants compétents, des troupes aguerries au combat de montagne et une bonne connaissance du terrain. De plus, Sardes et Autrichiens n'ont pas exactement le même objectif politique dans cette guerre. Le but de la campagne de Montenotte est donc de sortir la Sardaigne rapidement du conflit en divisant les forces adverses. Mais pour ça, il faut de la vitesse d'exécution. Ça tombe bien, l'armée d'Italie est formée en divisions, échelons de commandement issus d'une trentaine d'années de réflexion. Et pour bien en comprendre l'intérêt, nous allons faire un petit flashback. Jusqu'à la guerre de 7 ans, l'approche de la masse d'hommes était naturelle. Plus on en avait, plus on était fort. Cependant, Frédéric II et Maurice de Saxe remettent en cause cet acquis en remarquant que le nombre ralentissait et alourdissait les armées et rendait les manœuvres tactiques quasiment impossibles à exécuter. Je vous invite à aller regarder ces 2 vidéos, dans lesquelles on voit bien la supériorité de la manœuvre sur la masse d'hommes. La France ayant énormément pâti militairement de la guerre de 7 ans, un ensemble de réformes et de réflexions vont être menées jusqu'à ce qu'un certain Jacques de Guibert en vienne à proposer un véritable modèle de division des armées. Jacques de Guibert n'est pas l'inventeur de la division, mais il en est le théoricien. L'intérêt des divisions est double. Stratégiquement, les divisions sont autonomes, ce qui permet d'alléger leurs trains logistiques, les rendant sensiblement plus rapides que les armées. En plus, elles permettent de répartir l'armée sur les différentes routes et de mieux exploiter le pays pour nourrir les hommes. Et tactiquement, les manœuvres de déploiement sont plus simples. Combinées à une formation tactique adéquate, les divisions sont capables de passer de la colonne à la ligne rapidement, les rendant adaptables. Mais du coup, une division c'est très faible face à une armée, non ? Absolument. En fait, tout est question d'équilibre. Une armée en divisionné peut se permettre d'être plus grande, mais il faut faire attention à 2 choses.
1. Une division doit être autonome tactiquement et être capable de tenir le coup le temps d'être soutenue. Et 2. Les divisions doivent être capables de converger, histoire de se soutenir mutuellement. À la fin, on a une armée plus grande, plus rapide, qui balaie plus de terrain et qui a besoin de moins de logistique. C'est quand même pas mal. Ouais, encore faut-il bien l'employer. C'est la République française qui va expérimenter cet échelon à partir de 1793. Résultat, en 1796, Bonaparte a à sa disposition un modèle éprouvé de la division. Et lui, il sait quoi en faire. Parce qu'il était malin, le bougre. Ainsi, en 1796, sans compter les 5 divisions de réserve pas vraiment opérationnelles, l'armée d'Italie compte 4 divisions d'environ 10 000 hommes chacune et 5 000 cavaliers répartis en 2 espèces de divisions. En face, on a une armée sarde de 30 000 hommes et une armée autrichienne de 30 000 hommes. Un corps de jonction de 10 000 hommes est créé pour l'occasion. Sur le papier, Bonaparte est en infériorité numérique, mais il fait face à des troupes divisées et mal positionnées, et il compte exploiter cette division pour sortir la Sardaigne au plus vite du conflit. Au départ, Bonaparte place une division en défense de sa gauche à Orméa et déploie ses 3 autres divisions de Savone à Voltri, où il fait placer une demi-brigade censée attirer les troupes ennemies. En face, les Sardes se concentrent entre Modovie et Seva, les Autrichiens tiennent Dego sur leur droite et se concentrent au Passo del Torcino. Le corps de liaison se trouve à Carcarè. Bonaparte a bien repéré que Carcarè était le nœud qui allait lui permettre de séparer ses adversaires. La demi-brigade de Voltri ne sert qu'à déformer le front autrichien en faisant croire à une attaque de Gênes. Et Beaulieu, le général autrichien, va tomber en plein dans le piège. Ce dernier envoie plus de 7000 hommes à l'assaut de Voltri. Il lui faudra une journée entière pour la prendre, tandis que le gros des troupes se retirera. En attendant, une division est lancée contre Carcarè et 2 autres se mettent à converger vers Montenotte pour menacer l'aile droite autrichienne. Cette dernière se retrouve tout à coup en infériorité numérique. À l'ouest, les Sardes reculent sur Seva, le corps de liaison ne tenant pas sa position, et au sud, 2 divisions françaises lui tombent dessus. Le général autrichien comprend le mouvement tard, il tente de renforcer son aile mais il est trop lent. À Montenotte, ce sont 14 000 Français qui tombent sur 4 500 Autrichiens isolés. Les Français en profitent pour mettre la main sur des canons du même calibre que les leurs. Nous sommes alors le 12 avril, 2 jours après Voltri. L'aile droite autrichienne a été jetée sur Dego. Beaulieu la renforce, mais trop tard, et comprend qu'il doit préserver son arrière-front. Ainsi, quand 2 divisions ennemies fondent sur Dego, l'autre moitié restant à Carcarè pour couvrir les Sardes de Seva, on obtient la bataille de Dego les 14 et 15 avril 1796, où 15 000 Français écrasent 2 tiers des 6 000 Autrichiens sur place. La première phase est donc une réussite. Les Autrichiens sont repoussés au nord-est et doivent se réorganiser sur la ligne d'Acqui et d'Alba. Bonaparte peut alors se concentrer sur les Sardes, qui sont isolés et ne peuvent plus rejoindre leurs alliés. Bonaparte laisse une division en couverture à Carcarè et en lance 2 contre Seva, où les Sardes ne peuvent résister. La couverture d'Orméa étant devenue inutile, il lance sa 4e division sur Mondovì, tout en poursuivant les corps de l'armée sarde par l'ouest. Désorganisée, incapable de se déployer correctement et attaquée de tous les côtés en infériorité numérique, elle se débande. 6 jours après Dego, à la bataille de Mondovì, 1500 Sardes sont tués et 10 000 sont faits prisonniers. Ce qu'il reste se retire au nord, mais les Français ne s'arrêtent pas là. Ils les poursuivent jusqu'à Cherasco et envoient même une division jusqu'à Alba, déjà prêt à se redéployer contre les Autrichiens. Les Sardes sont vaincus et signent le traité de Cherasco le 28 avril, à peine 18 jours après Voltri. Ils sortiront définitivement du conflit le 15 mai. Voilà. Sachant que sur ces 18 jours, on compte 6 000 pertes du côté français contre 25 000 du côté coalisé. Ici, on voit bien l'utilité de l'autonomie et de la vitesse d'exécution des divisions. Bonaparte, grâce à son renseignement, a su taper sur les points clés, et par ses manœuvres, il s'est assuré un surnombre tactique à chaque bataille, si ce n'est à Voltri. Et du coup, il débloque un front immobile depuis 2 ans. Le pire dans tout ça, c'est que cette campagne dans la campagne n'est que la première étape d'un plan bien plus ambitieux, et il ne faudra pas longtemps avant que Bonaparte reprenne ses mouvements. Mais ça, on le verra dans les 2 prochains épisodes. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.